Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue dans ce 34e épisode de Trouver sa voie sur Twitch, LinkedIn et YouTube. Aujourd'hui, j'accueille Elodie Gentina, qui est chercheur, enseignant à l'IESEG et qui est spécialiste de la génération Z. Bienvenue Elodie. Bonjour. Peut-être que ça vaut le coup que tu te présentes rapidement. Après, je ferai la petite intro de l'épisode de pourquoi du comment, pourquoi je suis très heureux que tu prennes une grosse demi-heure avec nous aujourd'hui. Mais voilà, je te passe le micro juste pour que tu puisses en quelques mots nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Merci Alban pour ton invitation. Donc Elodie Gentina, je suis enseignant-chercheur à l'IESEG School of Management. Qui dit enseignant, donc je donne des cours aux étudiants dans le domaine du marketing, mais je fais aussi de la recherche, non pas sur des petites souris, mais sur des humains, notamment les jeunes. Donc je suis souvent dans les lycées, dans les collèges, auprès des étudiants pour faire des enquêtes, des études quanti, des études quali. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 000 questionnaires en France et à l'international. Donc, je publie dans des revues académiques en France et à l'international. J'écris aussi des ouvrages. Et à côté de ce métier d'enseignant-chercheur, j'ai un autre job. Je suis aussi conférencière en entreprise, puisqu'aujourd'hui, les entreprises se questionnent beaucoup sur les attentes de cette nouvelle génération pour mieux les comprendre, mieux comprendre leurs attentes, mieux les cibler, mieux les recruter et mieux les engager. Efficace ton pitch. T'as dit combien d'études en cours? T'as combien d'études? Ouais, je dois avoir une 50aine d'études quanti, plus beaucoup de focus group, une petite centaine d'entretiens maintenant aujourd'hui. Merci de cette présentation. Et on va aujourd'hui parler de, non pas tellement comment manager la génération Z, qui est au fond ce que tes clients te demandent souvent, j'imagine, mais non pas comment les recruter, les manager, mais au fond, comment fonctionne aujourd'hui le marché du travail, qu'est-ce que cette génération apporte avec elle de changement, en quoi ça nous impacte, qu'est-ce qu'on observe de façon un peu macro, en gros, comment ça vient chambouler le monde du travail et aussi nos carrières indirectement. Le pourquoi du comment de cet épisode, c'est que je me rends compte autour de nous, moi j'ai 35 ans, j'entends beaucoup 36, j'entends beaucoup de personnes dans mon entourage. Et moi-même, je suis un peu pareil, qui se plaignent des jeunes au boulot, qui disent « Oh là, mais on ne fonctionne pas de la même façon, il y a zéro engagement, etc. » On est beaucoup dans le négatif. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit « Mais au fond, c'est exactement ce qu'on disait de nous quand on s'est mis à bosser, les fameux millennials. » Et en fait, au fond, c'est juste comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et c'est juste que le monde est en train d'évoluer. Et je me suis rendu compte d'un truc dont je te parlais, Elodie, au téléphone, c'est que peut-être plus nous qui ne nous voyons pas vieillir. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je le ressens. C'est que je me suis pas vu vieillir, plutôt que des gens qui viennent tout disrupter, tout changer, etc. Et donc, c'était un peu le parti pris. Et je me suis dit, en découvrant ce que tu faisais, j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas débat. Le monde du travail va évoluer. Et plutôt que d'être sacrifié à l'autel de ces changements de société, d'évolution, etc., un peu comme avec l'intelligence artificielle, autant épouser ça, le comprendre, l'accompagner aussi. Voilà, c'était l'intérêt pour moi de t'avoir aujourd'hui avec nous au micro. Et voilà pourquoi je suis heureux que tu prennes du temps avec nous. Un petit point juste de pub pour le podcast avant de te laisser nous partager tout ce que tu as à nous dire. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse sur Apple Podcasts, sur la page LinkedIn, sur Spotify, sur Deezer. C'est hyper utile. Vous êtes à peu près 500 actuellement sur Apple Podcasts et quelques centaines sur d'autres plateformes. Et c'est vraiment super appréciable. Donc, je sais que c'est un peu contraignant à faire de laisser un avis ou de s'abonner, mais vraiment, ça fait la différence, comme vous le disent tous les YouTubeurs. Et vraiment, ça fait une différence. Donc, si tu entends cet épisode, n'hésite pas à rejoindre Trouver sa voie d'une manière ou d'une autre, notamment parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Elodie, je te repasse le micro avec notre première partie qui était au fond de comprendre comment évolue la carrière aujourd'hui, quelles sont les grandes évolutions, qu'est-ce qui change pas, etc. D'abord,
qu'est-ce qui ne semble pas changer quand on parle de génération Z et versus les générations précédentes, donc les millenniums, les Y et les X précédemment. Aujourd'hui, il faut quand même noter qu'il y a en France une crise du travail qui a été complètement occultée pendant longtemps, mais qui est révélée par la réforme des retraites et qui explose à la figure du gouvernement. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que les études montrent que l'ensemble des Français, quel que soit leur âge, sont moins satisfaits dans le domaine du travail que la plupart de leurs homologues européens. Le niveau de désatisfaction globale en France s'élève à 69%, alors qu'il est en Europe, pardon, il est à 69%, alors qu'en France, il n'est qu'à 58%. Voilà, de Français qui ne sont pas satisfaits dans le domaine du travail. Pourquoi ? Charge de travail trop importante, incapacité de préserver sa santé mentale, qui aujourd'hui est un élément capital, les salaires trop bas, l'absence de prise de position de leur entreprise sur des enjeux de la société, manque de formation et de montée en compétences. Donc, tous ces facteurs nuisent aujourd'hui à la satisfaction des salariés français, quelles que soient en fait les générations. Et aujourd'hui, face au chômage, face à la crise de la Covid-19, les Français ont remis progressivement en cause l'entreprise, et notamment le travail comme centralité de leur vie. Et ce constat n'est pas propre à la génération Z, on le retrouve aussi pour les trentenaires, les quarantenaires, et aussi ceux qui ont 50 ans et plus. Donc, tous les Français dans leur ensemble connaissent une profonde mutation de la relation employeur-salarié, que ce soit des dirigeants de PME, des DRH de grands groupes. Ils sont tous confrontés en fait à une nouvelle réalité qui est la pénurie de profils, la guerre des talents, le désamour des salariés, notamment des Français pour certains secteurs d'activité, et surtout de grands changements accélérés par les confinements successifs dans le domaine dû à la crise de la Covid-19. Donc, on a aussi une hyper-disponibilité, une hyper-connectivité liée au travail, l'exposition des burn-out. Donc, ces dernières années, les Français, en fait, ont remis, en fait, un petit peu en question, justement, le rôle du travail dans leur vie. Pour 48% des Français, l'important, c'est pas le travail, c'est d'avoir un équilibre de vie pro, vie perso. C'est important d'avoir un équilibre de vie de réussir pleinement dans leur vie et non plus uniquement réussir dans le travail. Avant, c'était choisir une carrière. Aujourd'hui, ils ont envie de plus de flexibilité. Et une minorité des Français, 45% à peu près quand même, estiment que leurs efforts dans la vie professionnelle sont reconnus et récompensés. Et donc, il y a un manque de reconnaissance dans le travail. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, peu importe les générations aujourd'hui, quand on parle du travail. Ok, en fait, j'aurais presque pu remplacer le titre Génération Z par Covid-19, en fait. C'est global, ce que tu dis là. Là, ce que je dis, c'est global, voilà, parce que tout ne démarre pas de la génération. Avant tout, quand même, voilà, l'angle d'attaque, c'est de comprendre les mutations dans la société. La génération n'est que la conséquence des mutations que l'on vit. Alors, bien évidemment, il y a des évolutions, notamment par la génération Z, et c'est là qu'on pourra justement en parler. Mais au préalable, je pense que c'est quand même important de parler, voilà, de l'état de la place du travail en France. Et c'est pas propre à cette génération-là où aujourd'hui, on voit bien, moi j'ai juste 40 ans, mais autour de moi, beaucoup de personnes à 40 ans se questionnent aussi sur leur choix de vie et la place du travail dans la centralité de leur vie. C'est pas propre à la génération Z. Aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que les jeunes le revendiquent de plus en plus tôt. Ok, ça c'est un des éléments qui ne change pas, tu nous dis. Ça, c'est un élément qui change pas, qu'on a retrouvé, cette crise du travail, on le retrouve chez d'autres générations. L'évolution qu'on peut voir aujourd'hui, alors, et si on a envie justement aussi d'insister sur les différenciations, dans le temps, si moi je vois mes parents, mes grands-parents qui étaient des baby-boomers, mes parents qui sont plutôt des X, ils avaient un devoir de loyauté envers l'entreprise. Ils restaient dans l'entreprise tout au long de leur vie. Ils avaient un métier. On y restait des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On parlait encore de carrière. On faisait carrière. On acceptait les contraintes aussi. Ce qui n'allait pas, on acceptait et on faisait carrière dans l'entreprise. Et il y avait une sorte de pacte qui était très, très fort. Un pacte de loyauté entre le collaborateur et l'entreprise. Et le travail était un marqueur d'identité d'ailleurs, très fort pour les générations précédentes. Aujourd'hui, autour de nous, moi je vois mes étudiants, au dehors aussi, on voit des jeunes tous les jours, en école, à l'université, qui me disent j'ai envie de bosser à fond pendant 2 ans et après je vais faire le tour du monde. Voilà. J'ai pas envie de présentéisme, j'ai pas envie de journée à rallonge, j'ai pas envie de réunions inutiles où on passe nos journées en réunion. J'ai plus envie de passer ma vie au travail en fait. Attends,
le travail, pour toi, est moins un marqueur d'identité chez les gens qui sont nés à partir des années 2000 à peu près? Si tu te Ouais, définis en moins, fait, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'évolution de la place du travail dans la vie des jeunes. Aujourd'hui, le travail n'est plus une finalité, mais c'est plutôt un moyen. Pour les anciennes générations, c'était plutôt une finalité. On n'avait pas le choix, on allait au travail, on se sentait redevable, on avait un devoir de loyauté très fort. Aujourd'hui, le travail est plutôt un moyen de s'épanouir, un moyen de voilà, de répondre à nos aspirations. Un moyen de se sentir stimulé par des missions intéressantes, de pouvoir évoluer voilà, dans nos missions, de pouvoir partager les valeurs de l'entreprise. Et on voit bien que ça répond aux aspirations de la nouvelle génération. Donc, il faut revenir sur l'étymologie du concept même de travail. Pendant longtemps, d'ailleurs, dans l'histoire, le travail était synonyme d'instrument un peu de contrainte, voire de torture. Le travail pouvait être vécu même comme une souffrance. Et c'était bien une finalité. Aujourd'hui, on parle moins de ça, on est sur le temps du loisir. Hein. Quand même, quand on compare au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an en moyenne. Aujourd'hui, on travaille entre 1300 et 1400 heures. Donc, on voit bien que le temps de travail a été divisé par 3. attends, Donc, le travail. tu peux redonner tes chiffres? Alors, au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an en moyenne. Aujourd'hui, on travaille entre 1300 à 1400 heures par an. Donc, le temps de travail a été divisé par 3. Donc, le travail au fil de l'histoire a une autre racine. Aujourd'hui, on parle de travail comme ergon, le travail comme ergonomie et énergie, et non plus le travail comme source de contrainte ou source de souffrance. Aujourd'hui, le travail, c'est cultiver des choses, c'est se réaliser. Donc, on voit bien que ce n'est plus une finalité, c'est plutôt un moyen. C'est un moyen de s'épanouir dans l'existence. C'est ce qu'aspire justement cette nouvelle génération. Et elle le revendique beaucoup plus vite. Je veux trouver du sens dans mon travail. J'ai fait aucune recherche là-dessus et c'est complètement empirique et voire même pas empirique ce que je vais te dire là, mais j'ai le sentiment que tu as un peu une culture aujourd'hui à laquelle j'adhère qui consiste à dire que le travail et l'argent n'ont plus aucun rapport, qu'on peut faire fortune sans travailler et qu'on peut travailler dur et ne pas vivre. Et est-ce que cette notion-là, cette déconnexion entre le boulot et l'argent, tu l'intègres à cette réflexion-là? Ou est-ce que je suis un peu hors sujet avec tu vois, cet élément financier? Alors, il faut quand même faire attention à une chose. Souvent, on a un cliché en disant les jeunes sont matérialistes et l'argent est très important pour eux. Les marques, la consommation est très important pour eux. La rémunération et le salaire, bien évidemment, restent un critère prédominant. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est pas parce qu'un jeune a un super salaire dans une grosse boîte qu'il va rester fidèle à l'entreprise. Il va le rechercher d'autres choses. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes ne sont plus forcément attirés par les entreprises du CAC 40, par les grosses boîtes. Ils vont préférer même travailler dans des plus petites boîtes à dimension plus humaine, PME, TPE, dans lesquelles ils vont pouvoir apprendre, renouveler leurs compétences, grandir. Et donc, ils ont soif d'autre chose. Donc, le salaire, oui, ça reste quand même un critère important parce qu'à un moment, voilà, dans notre cycle de vie, ça fait que quand on veut fonder une famille, on veut aussi, voilà, accéder à d'autres choses. Et en France, pour accéder à un prêt, il faut avoir, voilà, on va regarder le salaire, le fait d'avoir un CDI, etc. Mais pour ces jeunes, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement le critère prédominant. D'ailleurs, on le voit, hein, ils vont rechercher d'autres types de reconnaissance. Plus seulement une reconnaissance par les résultats, voilà, via des bonus, un salaire plus élevé, etc., mais aussi une reconnaissance qu'on appelle existentielle via l'humain. Ils ont besoin de se sentir aimés. Donc, on voit que dans le travail, il y a beaucoup plus d'affect par rapport à avant. Et l'humain prend une place qui est extrêmement importante pour eux. Donc, on retrouve justement le travail comme moyen. En fait, ça nous amène un peu quand même aussi à un changement de paradigme dans notre rapport au travail. Aujourd'hui, on accorde aussi du droit à la paresse, comme tu disais, voilà, ou du droit au repos. Dans une journée, dans une vie, pourquoi pas, je peux pas avoir un jour dans la semaine pour pouvoir faire autre chose que mon travail. Pourquoi pas, voilà, travailler dans une ONG, faire de l'humanitaire, avoir une passion, faire du sport ou s'occuper simplement de ma famille ou peut-être monter ma start-up si j'ai envie, voilà, d'avoir une autre activité à côté. Donc, en fait, on a un autre rapport au travail. Le travail ne peut plus être pensé comme une valeur comme elle-même, comme voilà, l'amour qui est une valeur. Mais même si pour certains métiers, il y en a qui peuvent, voilà, notamment dans les métiers de la santé, on peut placer, voilà, le travail au centre de sa vie, hein, parce qu'il y a un investissement qui est hyper important et ça existe toujours et bien heureusement. Hein. Mais aujourd'hui, on redéplace le travail
pour en faire un moyen et non plus une fin. Le but de la vie, pour les jeunes, d'ailleurs, il le dit, ce n'est plus réussir professionnellement, mais c'est réussir leur vie tout court. Donc moi, j'aime bien parler d'entreprise archipel. Entreprise archipel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de centres de vie différents. Les loisirs, les copains, la famille, les enfants, le sport et le travail en fait partie. Ouais, forcément, ça ouvre plein de questions, tout ce que tu dis là. J'essaie de pas trop dériver de notre sujet. J'avais quand même envie de te demander, l'entreprise, est-ce qu'elle peut jouer un rôle là-dedans? Parce qu'en fait, là, on parle de projet de vie, donc d'un truc intime. Est-ce que l'entreprise a sa place là-dedans, au fond? Tu vois, quelqu'un qui dirait, bah, moi, mon projet de vie, c'est de retaper un bateau dans mon garage et de m'occuper de mon père qui est malade. Et à côté de ça, mon boulot, c'est un moyen, mais j'y tiens et j'aime ce que je fais. Est-ce que c'est le rôle de son manager ou de sa manager de faire en sorte qu'il puisse, enfin, tu vois, de participer à la construction du bateau, de sponsoriser le truc? Enfin, je sais pas, je prends peut-être par le mauvais bout, mais est-ce que l'entreprise, au fond, est capable et est-ce que ça a du sens que l'entreprise participe, au fond, à ce projet de vie-là? De toute façon, je pense que l'entreprise n'a plus le choix aujourd'hui de s'adapter à cette nouvelle génération et à leurs nouvelles attentes. Donc, bien évidemment, l'entreprise a un cap, d'accord, et voilà, générer une croissance et répondre à ses objectifs. Mais en même temps, on voit aujourd'hui que les entreprises sont en train de s'adapter. On pourra parler aussi de certains exemples après, mais on voit qu'il y a des entreprises qui proposent, par exemple, des congés respirants. C'est le cas d'Orange. Voilà, c'est le cas de Mazars, c'est le cas d'Accenture. Pour des jeunes, par exemple, qui ont un certain, voilà, faut déjà avoir quand même une certaine ancienneté quand même dans le travail, mais qui vont proposer un congé respirant pour pouvoir soit monter sa boîte ou pour pouvoir partir à l'humanitaire ou pour pouvoir justement, comme tu dis, s'adonner à une passion pendant quelques mois. Et là, tu es soit payé 70% de ton salaire ou pas payé pendant 6 mois, mais tu as la possibilité de revenir dans l'entreprise sans perdre ton emploi. Donc, tu vois, si les entreprises aujourd'hui se questionnent et sont en train de mettre en place depuis 2-3 ans ce genre de propositions, de congés respirants, voilà, un peu comme un moment sabbatique pour pouvoir vivre autre chose, c'est qu'elles voient bien qu'aujourd'hui, on est face quand même à d'autres préoccupations. Et chez les jeunes, on parle même aussi de génération boomerang. Il y a des jeunes qui disent, moi, en fait, j'ai envie de quitter l'entreprise pour pouvoir vivre autre chose, mais pourtant, j'aimerais bien y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sur un CDI et on fait une rupture conventionnelle? Un peu dommage peut-être, ou une démission? Ou est-ce qu'on peut se dire, voilà, comme l'ont fait certaines boîtes, je t'accorde, après 5 ans d'ancienneté, 3 mois pour pouvoir vivre autre chose et pour pouvoir ensuite revenir avec de nouvelles compétences et un nouveau souffle. Or, tout le monde ne le fait pas. On ne peut pas forcément tous le faire quand on est aussi peut-être une plus petite entreprise, mais on peut s'adapter peut-être différemment. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a deux choses qui me viennent en tête en t'écoutant. Si on se perd trop, tu me recadres et tu reprends le lead parce qu'on a encore plein de choses à discuter autour de ce sujet et toi, tu as encore plein de choses à amener. Mais ce que tu dis me fait penser à l'équilibre impossible des femmes aujourd'hui, en tout cas d'une partie des femmes, et surtout des mamans en entreprise. Moi, je le vois tous les jours en accompagnement, le côté vraiment hard, quoi, de vivre cette triple vie de femme, de maman et de professionnelle. Et tu vois, je suis pas du tout partisan, mais je le constate. Je constate en gros à quel point c'est dur. Alors, ce que tu dis, c'est marrant parce que d'un côté, on parle de congés pas sabbatique, peu importe le mot, mais pour faire des choses qui nous plaisent. Et de l'autre, on a de toute génération, mais surtout peut-être plutôt des personnes qui ont déjà des enfants, au fond, une impossibilité juste à faire le job basique, c'est-à-dire de tenir le coup dans une vie professionnelle normale, quoi. Ça, c'est un premier point que ça veut voir, ce que tu dis, c'est ce décalage énorme, en fait. Exactement. Mais ça, moi, je le vis complètement. 40 ans, 3 enfants. Voilà, tu vois, je fais partie de cette problématique-là où ça, c'est même un autre sujet que la génération Z, mais comment concilier en tant que femme nos 3 rôles. Et j'ai travaillé aussi sur une recherche sur cette thématique-là, mais bon, c'est une autre thématique, mais le rôle d'épouse, le rôle de mère et le rôle de professionnelle, et c'est très, très compliqué d'accomplir les 3 rôles. Et en fait, on est toujours plus sur 2 rôles parmi les 3. C'est impossible d'avoir un équilibre proprement parlé. Mais aujourd'hui, les entreprises, après ça dépend, certaines le font, d'autres le font pas, d'autres sont en réflexion. Il y a aussi des entreprises qui ont des managements plus bienveillants, plus de proximité, d'autres qui ont des managements plus rigides et qui ont encore du mal à se questionner là-dessus. Mais c'est comme pour les nouvelles générations, voilà, pourquoi pas ne réfléchir à la semaine de 4 jours avec un jour où on peut accorder justement du temps. C'est le cas Welcome to the Jungle, tu peux prendre ton mercredi ou ton vendredi. Et pour justement
les générations voilà, ceux qui n'ont pas d'enfants, bah, ils peuvent voilà s'accorder à faire autre chose pour leur bien-être, mais ceux qui ont des enfants, comme moi, une maman, bah, tu peux t'accorder d'avoir le mercredi pour s'occuper de ta famille tout en ayant des postes à responsabilité, plus de flexibilité. Donc ça, on le voit aussi, le télétravail, c'est pas quelque chose qu'apprécie particulièrement justement la nouvelle génération Z parce que eux, 2 jours, ça leur suffit. Ils sont heureux d'aller dans l'entreprise parce qu'ils ont besoin d'apprendre et pour eux, apprendre, c'est dans l'entreprise, avec l'équipe, avec les humains. Ceux qui vont plutôt privilégier et aimer le télétravail, c'est plutôt la génération des millenniums comme moi, voilà, parce qu'on a des enfants, parce qu'on gagne du temps et de l'efficacité en évitant de passer du temps dans les bouchons pour être à l'heure, etc. avec nos enfants. Donc, voilà, aujourd'hui, les entreprises, et je pense que la crise de la Covid-19, elle n'a pas tout révélé, mais elle a été aussi un marqueur pour montrer qu'on peut faire les choses autrement, et c'est pas pour autant qu'en travaillant 4 jours, on est moins efficace. On peut peut-être être plus efficace en évitant, voilà, de perdre du temps dans trop de réunionites, trop de réunions, en se disant, voilà, une réunion ne dure pas plus de 30 minutes, voilà, et être plus efficace sur nos tâches. Dans ce que tu dis, ce qu'amène la génération d'après avec ses exigences, pardon, le travail comme un moyen et donc des exigences, au fond un engagement, mais à mesure du bénéfice reçu, etc. Je pense que ça va forcément bouger les lignes sur cette question-là. C'était un peu dans ce sens-là que j'amenais le sujet, tu vois, de dire aujourd'hui il y a quand même un truc qui va pas. Et en t'écoutant, je me disais c'est peut-être enfin entre guillemets la clé par rapport à ces sujets-là d'équilibre perso. Complètement. Et après, alors, vraiment, n'hésite pas à me couper. Hein, je sais que notre temps est limité. Mais en t'écoutant, je me posais une deuxième question. Tu dis, voilà, les entreprises s'adaptent. Certaines sont un peu en avance. Au fond, moi, j'ai l'impression, pareil, hein, par mes accompagnements, mon quotidien, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes basculent en freelance, y compris sur la gestion de projet, y compris sur du management, y compris sur de la finance, y compris sur, en fait, tous les boulots qui nécessitent pas de l'exécution manuelle ou physique. Peuvent commencer à être faits plus ou moins en freelance. Et si ce que tu nous dis là, c'est pas la fin du salariat. Toi, tu parles d'entreprises qui s'adaptent. Moi, au fond, je commence à me demander, avec un peu d'inquiétude, est-ce que les entreprises prendront encore des salariés dans 20 ans, au fond? Tu vois, si on tire le trait. Non, mais là, on peut se poser aussi la question du futur du travail. Je dirais qu'on est vraiment aussi sur une libéralisation, en fait. On cherche, et les hommes cherchent à être beaucoup plus libres. On le voit même au-delà du travail, l'automédicalisation, même dans le domaine de l'école où on fait beaucoup plus attention à la psychologie de l'enfant plutôt que l'autorité de l'enseignant. On va vers l'individualisation de l'individu, les libéraux qui augmentent, les auto-entrepreneurs qui augmentent, et peut-être que demain, l'entreprise se dira aussi, je vais embaucher voilà, des jeunes collaborateurs en mode mission. Tu vois, par exemple, il y a des entreprises comme Mazars qui ont mis fin au contrat d'exclusivité. Parce que les jeunes aujourd'hui qui arrivent chez Mazars, par exemple, ils disent nous, on ne veut pas signer de contrat d'exclusivité. On est d'accord pour travailler chez vous, mais à côté, voilà, on a envie de créer notre boîte ou on a envie de faire autre chose sans forcément aller à la concurrence, bien évidemment. Donc là, il faut aussi faire attention à des clauses, mais on est sur la polyactivité. On n'est plus sur une activité, mais sur plusieurs activités. Ça, c'est pas un épiphénomène. On est vraiment sur un phénomène profond qui s'appelle aussi être slasher. C'est mon cas. Par exemple, je suis enseignant-chercheur en école de commerce et aussi j'ai mon entreprise et je fais des conférences en entreprise. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on va beaucoup plus rechercher, la diversification des compétences, le fait aussi d'être indépendant, mais en même temps, tout en ayant aussi, pourquoi pas, en étant salarié dans une boîte. Et ce qu'on retrouve aussi auprès de cette nouvelle génération qui est aussi créative, ils aiment beaucoup aussi l'entrepreneuriat. Parfois, comme ils recherchent aussi un équilibre de vie, ils sont pas forcément prêts à tout donner pour créer leur boîte, mais créer une entreprise dans une boîte existante, participer à la vision de l'entreprise de demain. Voilà, comment peut-on aider une entreprise à se développer ou à développer sa campagne RSE ou devenir une entreprise à mission. Et ils ont des compétences dans ce domaine-là. Et donc, ils peuvent aussi en travailler en mode mission là-dessus. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le CDI à proprement parler, en France, on y est encore beaucoup parce que, voilà, pour avoir un prêt, les banques demandent un CDI, etc. Mais aujourd'hui, on parle aussi de CDI à temps partiel, comme le contrat 4 jours. Tu vois, CDI à temps partiel qui permet aussi d'avoir du temps pour faire autre chose. Donc, il y a de nouvelles formes de contrats qui sont en train d'exister. Et ce contrat d'exclusivité qu'on demandait avant de signer aux anciennes générations, aujourd'hui, les entreprises reviennent aussi là-dessus en disant c'est dommage parce qu'on perd aussi des gens compétents puisqu'ils ne veulent pas forcément
travailler que pour une boîte. Et du coup, si on tire le trait à horizon 20 ans, pour toi, c'est quoi les plus gros changements qu'on aura observés? Je sais qu'on fait un peu des plans sur la comète, mais de ce que tu identifies actuellement comme tendance? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va revenir aussi sur les métiers manuels, je pense, parce qu'on voit aussi que aujourd'hui, il y a des gens qui ont des super jobs, des belles rémunérations, qui sont dans des très belles boîtes. Et à un moment, ils quittent aussi ces métiers-là en disant on est sur une telle technique et je suis tellement dans mon boulot qu'en fait, je ne comprends plus véritablement le sens de ma vie. Et à côté, voilà, pourquoi pas repartir sur des métiers manuels ou relationnels, voilà, où il y a de la matière concrète, où on voit le sens, où on voit la finalité, aussi avec les métiers rationnels. Quand on est sur des métiers hyper techniques, hyper intellectuels, on est sur des métiers très, très abstraits. Et là, parfois, on perd le sens. Donc ça, peut-être que le futur rapport au travail, on va revoir aussi voilà, cette quête de sens, aussi ce besoin et cette quête de liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on voit qu'on est beaucoup aussi sur l'individualisation de l'individu. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Et puis aussi, demain, enfin là, on le voit beaucoup aussi avec ces jeunes qui sont très engagés dans le domaine de la RSE. Et les entreprises se questionnent beaucoup aussi sur une adéquation entre leurs valeurs, leurs discours et aussi les actions qu'ils veulent mener. Il y a des boîtes qui sont plus ou moins avancées là-dessus. Mais je pense que demain, nous, on le voit aussi, nous, en école de commerce, on forme des jeunes leaders engagés et donc ouverts à toutes les questions liées à la RSE, c'est-à-dire les questions sociétales, écologiques, mais aussi sociales. Plus d'inclusion, plus de diversité. Ça, c'est aussi des choses qu'on va retrouver. Et puis après, bien évidemment, on parle aussi de digitalisation. Voilà, le chat GPT, l'intelligence artificielle. Ça reste des outils, mais les jeunes sont très, très friands là-dessus. Et ils ont même des compétences beaucoup plus fortes que nous. Donc, je pense qu'il y aura aussi des nouveaux métiers dans ce domaine. De toute façon, 65% des élèves de CE2 feront des métiers qui n'existent pas encore demain. Donc, il y a plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles missions. Et moi, je suis pas voilà, non plus prospectiviste pour savoir exactement c'est quoi les métiers de demain. On verra, on avance. Mais dans le domaine de l'IA, il y aura encore de belles choses dans le futur du travail. Merci pour tout ça. Comment on peut se préparer au fond? Il y a un peu, je vois un peu deux, ils sont pas des écueils, mais ouais, deux niveaux de préparation un peu nécessaires. Tu vois, aujourd'hui, alors tu démarres par où tu veux, hein, et puis tu peux encore prendre une troisième voie si tu le souhaites, mais comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là, notamment les personnes qui nous écoutent et dont le boulot c'est d'accompagner des gens dans leur carrière. Ça, c'est une question. Je sais que tu as déjà travaillé, réfléchi. Une autre, ça peut être comment nous, j'ai envie de dire, entre guillemets, les plus âgés, on se prépare pour notre carrière, en fait, dans ce futur fonctionnement-là. Tu vois ce que je veux dire? Deux questions qui sont pas tout à fait les mêmes, parce je peux pas m'empêcher d'avoir dans un coin de ma tête la génération de nos parents qui ont vécu les 30 Glorieuses, pour qui le boulot, ça a été un truc hyper simple, qui ont vécu certains des plans sociaux quand ils avaient la cinquantaine et qui n'étaient pas prêts. Et nous, bizarrement, on était prêts parce que dès le début, il n'y avait pas de boulot pour nous. Donc, tu vois, on s'est adapté. Et donc, j'ai un peu cette image-là de dire, mais nous, comment on se prémunit contre ces évolutions de société, comment on épouse ça, et aussi, évidemment, comment on accompagne ce changement pour les plus jeunes. Bon, double question. Je pense que d'abord, accompagner le changement, c'est d'abord être capable de comprendre aussi les jeunes, d'arrêter d'avoir des clichés, des stéréotypes, et de comprendre véritablement qui ils sont pour répondre à leurs attentes. C'est là aussi mon job. En tant que chercheur, je cherche à décrypter justement toutes les facettes et les caractéristiques de cette génération-là d'un point de vue avant tout sociétal. Si on reste que dans le monde du travail, on n'arrive pas. C'est important de les comprendre dans la société, à l'école, avec leurs amis, comment ils fonctionnent et ils interagissent avec les autres, avec leur smartphone, comment ils se socialisent dans la famille, c'est quoi les nouvelles relations avec les parents. Tu vois, enfin vraiment comprendre mais qui sont les jeunes d'un point de vue sociétal, comment ils consomment, qu'est-ce qu'ils recherchent dans la consommation, est-ce que le magasin a toujours un sens aujourd'hui, pour ensuite faire le lien avec le monde du travail, puisqu'en fait, c'est ça en fait, c'est véritablement ça. Alors si je peux donner quelques conseils maintenant, si vraiment on parle à des dirigeants, à des DRH en disant mais qu'est-ce que moi je peux faire face à cette nouvelle génération, il y a des petites choses, et puis il y a des actions à court terme, à moyen terme ou à plus long terme sur lesquelles on peut travailler.
Déjà, moi, je dirais aux dirigeants, donnez-leur de la rétroaction, du feedback. C'est hyper important d'avoir du feedback. Ils ont besoin de se sentir aimés et de se sentir coachés et accompagnés, ces jeunes. Voilà. Si on attend un an pour faire cet entretien d'évaluation en disant, voilà, comme avec les anciennes générations, on attend le mois de juin, par exemple, ou dans l'année pour faire le point, on les a déjà perdus. Ils ont besoin de se sentir aimés, hein, même c'est pour ça qu'ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux, et ils ont besoin de reconnaissance existentielle. Soyez authentique dans votre démarche. Ça, c'est un autre point. Ça, c'est important. Les jeunes ont le flair pour détecter tout ce qui est bullshit. Et quand ils détectent quelque chose qui est bullshit, ils vont très vite en parler sur les réseaux sociaux et ça fera un buzz qui peut être positif pour des buzz, mais aussi très négatif dans d'autres cas. Donc, c'est important de faire preuve d'authenticité quand on est en entreprise, de leur accorder des responsabilités, de faire en sorte qu'ils se sentent inclus et d'être transparent sur les valeurs et sur les missions. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore très alerte en termes de RSE, il ne faut pas mentir, il ne faut pas leur dire oui, voilà nos valeurs si ce n'est pas le cas. Parce que là, alors là, vous allez vous faire massacrer. Par contre, vous pouvez leur dire, voilà, nous, on a envie de travailler là-dessus. Comment peux-tu faire pour nous aider, voilà, à travailler sur cette mission-là et ça va être ta mission demain. Donc ça, c'est important d'incarner les vraies valeurs de l'entreprise et d'être transparent avec eux. Un autre point, permettez-leur de bien s'entourer en s'entourant de mentors. Ils ont besoin de managers qui sont des coachs. Moi-même, en étant professeur aussi à l'IESEG, par exemple, ma mission, c'est différente. Aujourd'hui, je ne suis plus un prof sachant, mais je suis devenu un prof accompagnateur coach sur lesquels je les fais travailler sur des projets. C'est pareil pour un manager. Le manager, en fait, c'est quelqu'un qui va donner des vrais conseils, des vraies expertises, des vraies compétences et qui va être vraiment authentique. Et c'est ce qu'ils recherchent, en fait. Et ça, c'est un point aussi qui est important. Permettez-leur aussi de se former. Voilà, ils ont envie d'être dans une entreprise apprenante, voire partageante, dans lesquelles ils ont soif d'apprendre, dans lesquelles ils vont pouvoir se réaliser, dans lesquelles ils vont pouvoir être accompagnés et se former en continu, au-delà de l'école. Autre point, laissez-les prendre de la place, laissez-les être protagonistes et acteurs en entreprise. Ils ont grandi dans un environnement, dans une famille où ils sont acteurs déjà. Où nos enfants prennent de plus en plus de place. On le voit même, nous, 40 ans, on a des enfants et on voit aujourd'hui, ils s'expriment, ils échangent, ils donnent leurs avis. Dans l'entreprise, si on leur dit, tais-toi et applique ce qu'on te dit, voilà, parce que tu es plus jeune et tu sais pas, ça va être très compliqué pour eux. Donc, ils ont envie de participer justement à la vision de l'entreprise et c'est important de leur donner des tâches. Voilà, des story doing, voilà, faites des vidéos, racontez votre métier et donnez envie pour que d'autres viennent dans l'entreprise, tout en étant authentiques. Autre point extrêmement important, c'est créer une atmosphère conviviale, capitaliser sur l'humain. Voilà, on est dans le digital, mais le digital reste qu'un outil. Pour eux, l'esprit d'équipe, c'est vachement important. Ils sont plus fidèles à l'équipe même qu'à l'entreprise. Ils sont très sensibles à la richesse de la vie socio-affective du travail. Ils veulent trouver du lien. Ils veulent se faire des amis au travail, en fait. Ils veulent que leurs collaborateurs, ça devienne un peu comme leur tribu. Et ça, c'est un point qui est aussi important. C'est un point que, pourtant, tu vois, j'en ai regardé quelques-unes de tes interventions et c'est un point que j'avais toujours pas intégré parce qu'on a toujours un peu le raccourci. Non, mais les plus jeunes, ce qu'ils veulent, c'est bosser depuis un hamac à Bali, etc. Non, en fait, ça, c'est nous. Eux, ils veulent un peu de présentiel quand même, quoi. Même beaucoup. C'est un cliché. Ils veulent de la flexibilité. Si ils veulent partir un moment parce qu'ils ont une mission ou ils ont envie de faire autre chose, ok, on peut leur laisser, mais ils sont très heureux d'être dans l'entreprise parce qu'en fait, ce qu'ils veulent pour eux, c'est du fun et du plaisir dans l'entreprise en bossant avec leurs collaborateurs. Donc ça, c'est un point important. L'instantanéité. Si vous êtes trop dans une entreprise avec des processus, avec une lenteur administrative, ils n'aiment pas. Et c'est pareil dans le recrutement. Il faut aller essayer de travailler sur un recrutement qui soit rapide. Créer un formulaire de recrutement user-friendly où les jeunes peuvent le compléter directement avec leur profil LinkedIn, aller sur des recrutements prédictifs aussi. Voilà, avec des quiz d'orientation pour découvrir les métiers qu'ils peuvent faire et qui correspondent au profil du candidat. Adopter aussi une communication interactive en utilisant les réseaux sociaux que les jeunes utilisent. Il y a même des boîtes qui utilisent Tinder, comme si on était en date ou en amour et on aime le job que l'on fait et ça va vite. Donc aujourd'hui, on peut comprendre quand je dis tout ça pourquoi que les jeunes préfèrent même des petites structures plutôt que des grands groupes. Aujourd'hui, les jeunes, la notoriété d'une boîte, ça ne suffit plus. On voit bien qu'ils recherchent en fait autre chose. Selon une étude Indeed qui était sortie l'année dernière, 28% des jeunes veulent travailler dans des PME et des TPE, contre 16% dans une grosse entreprise, 11% dans un organisme public, 8% dans les GAFA et 5% pour
tout ce qui est 440. Donc, on voit bien que les petites structures, ils vont privilégier aussi les missions et la richesse de la mission. Donc, voilà, afin de permettre à nos entreprises d'affronter les grands défis des prochaines années, comme par exemple, voilà, la lutte contre les changements climatiques, toutes les inégalités, les problèmes de discrimination. Donc, la présence des aides, pour moi, ça peut être un atout certain. Il faut justement être très optimiste par rapport à cette nouvelle génération-là et arrêter d'avoir des clichés, se dire, mais on va pas s'en sortir avec eux. C'est marrant, ouais, ça s'est complètement inversé. L'attrait pour les grands groupes, et c'était complètement le contraire il y a 15 ans, j'ai l'impression, il y a 20 ans. En fait, ils n'aiment pas qu'on leur mente et ils ont parfois eu l'impression qu'en fait, les grands groupes étaient parfois dans des discours et que malheureusement, voilà, l'adéquation entre le discours, ce qu'on lit dans les médias et les vraies valeurs de l'entreprise, ils ont parfois été déçus. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un œil quand même assez sceptique et ils se disent, bah, la notoriété de l'entreprise, ok, je suis ok pour aller dans un gros groupe, mais ils vont aussi privilégier la mission. Donc, quand on est dans un gros groupe, il faut aussi travailler sur diversifier de la diversité, enfin, les diversifications, pardon, des missions et des compétences. Ce que fait très bien McDonald's, par exemple, aussi, hein, où ils sont, voilà, c'est une des entreprises où ils sont très forts aujourd'hui. 80% des salariés ont moins de 30 ans. Donc, on est quand même sur un grand groupe. Mais je connais très bien Hervé Baron, vice-président RH, qui a d'ailleurs témoigné dans mon bouquin et qui expliquait, voilà, nous, aujourd'hui, on a créé des formations avec la CCI, un jeune, une solution. Il y a toujours une solution. Et en fait, ils vont apprendre dans l'entreprise. Veolia, par exemple, a aussi créé une école de la transformation, une école autour de tout ce qui est la RSE, pour que justement les jeunes apprennent aussi, en intégrant Veolia, voilà, les valeurs et comment on va pouvoir devenir leader demain dans ce grand groupe. Donc, je dis pas qu'ils veulent pas aller dans les grands groupes, ils sont prêts à. Mais en fait, la notoriété aujourd'hui d'une entreprise ne suffit plus pour les attirer. Merci pour tous ces partages. Si ceux qui nous écoutent ont des questions, n'hésitez pas, hein. Si tu écoutes cet épisode, n'hésite pas. Il y a un petit bandeau de chat, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. Pendant qu'on termine cet épisode avec Elodie, n'hésite pas à commenter ou poser une question. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre avec le temps qui nous reste. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des éléments auxquels on peut s'attendre et d'autres qui sont loin des clichés au fond. Exactement, mais ça, c'est tout le paradoxe en fait de l'être humain et notamment aussi de cette génération. C'est pour ça que si on lit des études et on reste que sur des études et sur des chiffres, on peut rester sur des clichés sans véritablement comprendre les grands phénomènes. On dit qu'ils sont digitaux, puis en fait, on voit que l'humain est extrêmement important. C'est pourquoi le magasin aura toujours un sens. Voilà, ils ne vont pas uniquement acheter que sur Internet. C'est pourquoi ils ont mal vécu, par exemple, les périodes de la Covid, malgré le smartphone qui était là. C'était hyper difficile pour eux. Ils l'ont vécu comme un isolement qui a été très profond. On dit qu'ils sont zappeurs, qui passent d'une marque à l'autre, et pourtant ils sont engagés, ils peuvent être fidèles, mais c'est une autre forme de fidélité qui est beaucoup plus à l'équipe, qui est beaucoup plus à l'humain, qui est vraiment un besoin d'affect. On dit qu'ils sont, par exemple, désinformés, qu'ils ne s'informent pas de l'actualité. Voilà, on reste que sur des clichés, mais en fait, ils s'informent différemment. Voilà, ils ne regardent plus le journal, le JT de 20h sur TF1 dans le canapé avec papa, maman. Voilà, comme on pouvait le faire, comme les autres générations pouvaient le faire et le font toujours. Hein. Mais aujourd'hui, ils vont écouter l'actualité dans le bus, entre les trajets, via les réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut démonter un certain nombre de clichés pour bien comprendre justement leur comportement. Et c'est ça, ça fait partie justement de mon travail aussi en tant que chercheur. Et c'est toute la richesse, en fait, des études que je peux mener. Et j'apprends constamment, en fait, avec eux, parce qu'en fait, le monde évolue tellement vite que, voilà, une étude en amène une autre. Je crois qu'on a une demande pour pouvoir partager ensuite, on mettra ça en commentaire, les études dont tu parles. Je pense que ça intéresse pas mal de monde. Et on me dit aussi, tu le vois hein, sur l'écran. Oui, est-ce que la génération est exactement les mêmes? Bien évidemment, il y a des différences. On peut pas dire que tous les jeunes sont les mêmes et sont tous uniformes. Il y a des différences selon le milieu scolaire, selon le milieu social, selon surtout aussi le niveau d'études et le niveau diplôme que l'on fait. Et là, voilà, pour les jeunes populaires, on va être peut-être plus sur des questions liées à l'argent, comme tu me posais la question tout à l'heure, contrairement à des enfants issus de CSP+, qui vont plutôt rechercher voilà, toute cette quête de sens qui est peut-être un peu plus propre à cette jeunesse dorée. Donc, il y a quand même des différences, mais il y a aussi de grandes similitudes. Hein. Par exemple, la digitalisation, c'est propre à tous les jeunes. On le retrouve partout, de n'importe quel milieu.
ce besoin d'esprit d'équipe, c'est pareil. On va le retrouver. C'est peut-être la notion liée à l'argent où là, on va avoir des différences aussi. Oui, moi je retiens aussi, pour répondre à ta question, à votre question, Camille, je retiens dans ce que tu disais que le travail semble devenir un moyen, et ça, je pense que c'est partagé, à mon avis, par toutes les personnes qui ont moins de la trentaine, j'ai l'impression à peu de choses près. Et c'est ce qui fait dire à pas mal de RH, de managers, etc., etc., et de profs qui disent, mais en fait, il y a un désintérêt, il y a une fragilité, il n'y a aucune résilience, etc. Et en fait, pour moi, ça répond carrément à ce point-là. Et donc, en effet, le cliché, ce serait de dire, oui, les jeunes, ils sont tous pareils, mais il y a quand même un truc, il y a quand même pas mal de monde qui se retrouve à avoir du mal à dire, mais j'ai plus prise, mes carottes ne fonctionnent plus, la punition ne fonctionne pas, j'ai pas prise, quoi. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un mouvement de fond. Comme encore une fois, nous les millennials, on a apporté un autre mouvement de fond. Et comme tu dis, au fond, je sais plus comment tu l'as dit, Elodie, mais les gens sont sans doute la conséquence des évolutions de la société, surtout. Donc, Bien évidemment, le point de départ, c'est pas la génération, c'est bien toutes les mutations de la société et tout ce qu'on est en train de vivre qui va avoir pour conséquence voilà, l'existence de ces différentes générations. En fait, une génération rassemble un ensemble d'individus qui ont vécu les mêmes événements de vie. Donc, chaque génération va vivre des événements marqueurs. Les Z ont eu des événements marqueurs, crise des Gilets jaunes, le terrorisme, la crise de la Covid-19, et on parle même, mais là, voilà, ils sont trop petits, j'ai pas encore fait d'études là-dessus, mais quelle sera la génération suivante après les Z? Est-ce qu'on va parler de génération Corognols, ces enfants qui sont nés pendant la période de la crise de la Covid-19, comment ils ont vécu, justement, en tant qu'enfants, voilà, est-ce que ça va être des marqueurs dans leur future vie? Pareil avec l'intelligence artificielle, qui n'ont connu que, voilà, ils n'ont pas connu le monde de smartphone. Aujourd'hui, ils connaissent autre chose, la robotisation, l'intelligence artificielle, le chat GPT. Donc, quelle sera la suite? Donc, la génération n'est que porte-parole de tous les changements sociétaux et les mutations de la société que nous vivons. Et peut-être pour conclure, je te proposerais bien de revenir à cette deuxième question que j'avais soulevée, qui était, au fond, comment se préparer à ces évolutions de société. Tu vois, s'il fallait garder un point essentiel pour peu importe la génération, encore une fois, sortons du cliché des tranches d'âge, etc., mais juste comment se préparer dans nos carrières, en termes d'évolution et de gestion de carrière, à ces changements profonds qui ont lieu et dont tu nous as parlé là depuis 3/4 d'heure. Pour moi, il faut rester ouvert. Il ne faut pas s'enfermer dans des clichés, dans des stéréotypes en disant je sais, c'est comme ça et ça restera ainsi. Je pense que il faut continuer à être curieux, à lire, à chercher à comprendre, à rester ouvert et à être capable à se remettre en question. Ça, c'est ce qu'on dit aussi. Un bon manager, un bon leader, c'est celui qui est capable de se remettre en question. Et donc, la remise en question, c'est ce qu'on fait en fait. Même en tant que parent, tous les jours, on se remet en question sur notre mode d'éducation, sur la manière avec laquelle on gère nos vies. Et je pense que dans nos futurs métiers, dans nos carrières et donc les entreprises, c'est ça pour progresser, c'est être capable de dire, OK, ce que je fais là, peut-être que c'est bien, mais comment je peux améliorer? Comment je peux faire mieux? Est-ce que je suis capable de me remettre en question tout en écoutant les uns les autres? C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute et aussi écouter ces jeunes qui doivent être aussi porte-parole. Très souvent, on mène des actions pour eux, mais ils ne sont pas là et ils ne parlent pas et on ne les entend pas. C'est dommage. Donc moi, dans mes conférences, très souvent, je leur donne la parole en fait. On organise après une table ronde et je demande à ce que des jeunes témoignent et s'expriment pour qu'on puisse les entendre et pour qu'on puisse enfin voilà, avoir un moment vraiment d'écoute où là, on se dit, on sort un peu du milieu de l'entreprise et écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire et comment peut-on travailler ensemble. Et peut-être que les jeunes, on peut aussi faire des jeux de rôle en disant, mettez-vous à la place d'un senior et un senior à la place d'un jeune pour que le jeune comprenne aussi, parce que je dis pas que tout ce que font les jeunes, tout ce que nous disent les jeunes, c'est forcément bien, il faut aller, il faut aussi écouter justement les plus anciens aussi. Donc, il faut essayer il faut continuer à ouvrir le dialogue et la discussion ensemble pour éviter tout conflit générationnel et avancer. Merci Elodie. Je pense qu'il est temps qu'on raccroche le micro, mais merci pour tous ces précieux partages. Je te laisse, je ne sais pas si tu voulais conclure un mot ou si on a fait un bout du tour du sujet. Voilà, je te laisse le dernier mot si tu le souhaites. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, un grand merci pour cette invitation. Et comme vous pouvez le voir, moi, je reste très optimiste par rapport, voilà, en tout cas, à nos jeunes et à cette génération-là. Et quand on comprend un certain nombre de choses, d'éléments et qu'on est à l'écoute, normalement, il faut pas. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de s'adapter et d'avancer.
Super. Merci, merci pour ces partages. Moi, je garde en tête cette histoire du travail qui est, au fond, en train de devenir un moyen et non pas une identité sociale et non pas seulement une finalité dans notre vie, etc. Et donc, c'est avec ça que je repartirai principalement et avec cette notion d'immédiateté dont tu as parlé aussi à un moment, en disant, voilà, génération de l'immédiateté, qui me fait penser que toute cette méthode que je prône de la lenteur, de l'échec pour construire sa carrière, etc., qui pour moi consiste à aller lentement, de louper en louper jusqu'à s'éclater dans nos boulots, ben, je vais commencer par me remettre un peu en question là-dessus, voir s'il n'y a pas matière à voir les choses un peu autrement. Merci Elodie. Et pour ceux qui nous écoutent, bah, à la semaine prochaine où on aura un tuto. J'en dis pas plus, mais rendez-vous dans une semaine, jeudi à 13h30.